eh ben, on va lui passer la parole parce qu'on a pris un petit peu de retard. Donc, à toi, je vais te passer le micro. Et puis, ce que je vous propose, donc on va laisser intervenir Florent. Vous aurez un petit temps pour lui poser des questions. Et puis ensuite, on a toute la soirée pour que vous puissiez échanger avec lui et puis lui faire préciser ce que vous n'aurez pas compris ou ce qui vous aurait encore caché. Donc, à toi de jouer. Bonjour à tous. Bon, pour bien commencer, je vais vous dire à tous un grand merci. Déjà, merci Lyon Numérique d'avoir organisé tout ça. Merci Vintage de nous accueillir. Je pense qu'on peut les applaudir. Et merci à vous tous d'être venus, c'est super sympa. Pour me présenter, en fait, je suis Florent Brun, je suis développeur freelance. J'ai une certaine expérience sur iOS, j'ai réalisé pas mal d'applications. Aujourd'hui, je suis en mission à la Massif, Big Up la Massif. Et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Twitter, etc. Je remettrai cet écran à la fin pour que vous puissiez me contacter si vous avez plus de questions. Le déroulé de la soirée, donc en fait, je vais vous présenter l'événement assez rapidement pour ensuite voir les principales nouveautés. Il y a pas mal de nouveautés cette année qui ont été présentées par Apple. Et je vais aussi appuyer pas mal de discours sur la partie banque et assurance mobile parce que c'est un vrai impact. Et je crois qu'il y a ici pas mal d'acteurs des banques et assurances, ça va vous intéresser. Alors tout de suite, pour vous donner la première impression qu'on a quand on arrive là-bas, c'est ça. C'est gigantesque. C'est gigantesque, c'est super. Donc on a de quoi déjeuner, etc. Il y a pas mal de monde en terrasse. C'est vraiment une ambiance bon enfant, très agréable. C'est vraiment un bon environnement pour rencontrer des personnes du monde entier. Et c'est bien là tout le sujet. C'est là-bas, on va rencontrer des milliers de développeurs et designers. 5300 précisément. C'est-à-dire que sur les 5300, il y avait 350 étudiants qui étaient invités. À peine 150 francophones, je dirais. C'est assez génial. Ils viennent de tout pays, de tout genre, donc des hommes, des femmes, de toute culture, de tout âge. La plus jeune avait 10 ans, la plus âgée en avait 82. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, d'une personne à plusieurs centaines de milliers. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on rencontre tout type de profil. Donc, sachant qu'Apple a fait en sorte que les personnes qui aillent et chacun leur chance, c'est-à-dire qu'on y va avec un tirage au sort. Le tirage au sort est bien réparti par pays, par genre, etc. pour avoir un maximum de chance. En termes de contenu, on a eu droit à un super keynote où on nous a présenté toutes les nouveautés iOS 11, le nouveau iMac Pro, le nouveau HomePod, qui est un nouvel appareil, plein de choses. Donc ça, c'est Tim Cook qui nous l'a présenté. On a eu des conférences, notamment on a vu une conférence avec Michelle Obama qui nous a fait une super conférence sur le leadership. On a eu des formations, donc des formations sous forme de conférences en direct. On a eu des labs. Les labs, en fait, c'est des formations avec de la mise en pratique. Et un super truc aussi, c'est qu'on a accès à des one-to-one. Sachant que le tout est animé directement par des gens de chez Apple, c'est vraiment l'événement Apple par Apple. C'est pas des intermédiaires, etc. L'info, on l'a à la source. Donc c'est tout animé par des développeurs et des designers. On a accès en direct à ces personnes-là, que ce soit lors des labs ou à côté. Ils sont à disposition, disons que pendant une semaine, Apple arrête son activité de développement, etc. Vraiment pour mettre à disposition ces ressources. Et c'est assez impressionnant. L'idée, c'est d'avoir l'information systématiquement de la meilleure qualité possible. Si on a une question sur un point précis, on aura la réponse la plus précise, parce que c'est justement la personne qui a intégré cette fonction ou qui a fait ce design qui va nous répondre. Et c'est surtout accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire que si on a un peu de chance, comme je l'ai eu cette année, on peut aller sur place, mais il y a une rediffusion en direct des événements, des conférences, ce qui fait que finalement, une grande partie du contenu est accessible à tout le monde. Demain, si vous allez sur le site des développeurs Apple, vous aurez accès à beaucoup de contenu très, très enrichissant. Et le fil conducteur de l'événement pour 2017, c'est le Mobile First.
Et le mobile first aujourd'hui, c'est un fait, tous les acteurs du marché l'ont présenté comme tel, il n'y a plus aucun doute sur le sujet. C'est le canal principal d'acquisition. Depuis cette année, c'est devenu un canal d'acquisition supérieur au web. C'est un marché qui est en expansion. Et pour les développeurs iOS, c'est plutôt sympa. Parce que du coup, on vient de denrées rares, parce que on n'apprend pas le développement iOS à l'école, c'est assez rare. On l'apprend après parce que c'est tellement récent qu'on peut pas tout le temps apprendre ça en amont. Ça impose un niveau de qualité élevé. Disons qu'en tant que développeur mobile, on est obligé de s'imposer un niveau de qualité élevé parce que vous, en tant qu'utilisateur mobile, d'application mobile, vous ne pardonnez pas trop. Mais ce qui est cool, c'est que ça fait de nous des rockstars et surtout, pour illustrer ça, on nous a offert une super veste de rockstar. Je vais pas la mettre parce que je vais avoir un peu chaud, mais c'est super cool. Ouais, voilà, je ferai un défilé. Donc voilà pour l'événement qui était vraiment grandiose. Donc si vous êtes développeur iOS ou designer iOS ou que vraiment vous intéressez à cet aspect technique ou UI, UX ou produit purement, c'est vraiment quelque chose à faire, c'est une belle expérience. Et maintenant, je vais passer aux nouveautés qu'on nous a présentées. Les nouveautés présentées par ce monsieur, ceux qui ne connaissent pas, c'est Tim Cook, qui est le CEO d'Apple. Donc, parmi les principales nouveautés, la première chose qui nous a bluffé, c'est ça, CoreML. CoreML, le ML signifie Machine Learning. Donc le Machine Learning, c'est un système d'apprentissage automatique qu'on connaît beaucoup dans le monde de la data et des serveurs. Je pense que vous qui travaillez pour certains dans les mutuelles, dans les assurances, etc., on travaille sur des gros volumes de données, on est obligé d'avoir des systèmes de prédiction, des choses comme ça. Et là, justement, c'est rendu accessible pour le mobile avec une approche vraiment simplifiée. Ce qui fait que les data scientists restent dans leur domaine de compétences, la data, et les développeurs mobiles vont sur un nouveau terrain, qui est le machine learning, grâce aux données traitées par les data scientists. Ce qui fait qu'on peut aller très loin, chacun dans son métier. C'est optimisé pour le mobile, comme je l'ai dit, donc grosso modo, n'importe quel mobile compatible à iOS 11 va pouvoir faire du machine learning sans souci. Ça marche avec iOS, tvOS et macOS, avec le même code systématiquement. Pour aller un peu plus loin dans le détail, en termes d'architecture, donc là c'est un peu technique, je suis désolé pour les non-techniciens, en fait ça s'applique sur une base qui est vraiment optimisée pour les performances, qui existe déjà depuis un petit moment. Et là-dessus, en fait, Apple a ajouté une couche supplémentaire qui permet de faciliter ces appels à des ressources matérielles de manière optimisée. Donc ça, c'est vraiment un nouveau truc plutôt sympa. Et pour encore nous simplifier le travail, ils ont rajouté une couche supplémentaire. Et ça, c'est absolument génial parce que du coup, même si on n'est pas spécialement un grand spécialiste de machine learning, on peut l'exploiter. Ça va... Pour donner un exemple très clair, Vision, on nous a fait une démo. Quelqu'un avait pris un modèle qui était préenregistré avec plein de types de roses qui étaient pré-entraînés. On a exploité ce modèle, on a une vidéo où quelqu'un filmait un champ comme ça de roses et immédiatement ça détectait le type de rose qui était dans le champ. Donc ça a un côté assez magique. On a aussi eu droit à la personne qui prenait la guitare dans les mains, se mettait une petite bulle avec une guitare. Et ça ouvre le champ des possibles. Et le deuxième outil, c'est le Natural Language Processing, donc l'analyse du langage naturel. Donc là, très concrètement, si vous avez un texte avec dedans des coordonnées géographiques, le nom d'une personne ou quoi, ça va directement être ressorti pour les développeurs. Sachant que tout ça, ça se fait en moins de 10 lignes de code. Et donc ça fait partie des domaines spécifiques. Et après, évidemment, il y a le niveau de l'application. Donc l'application va appeler tout ça. Et en fonction du niveau de précision dont on a besoin, on peut descendre, on peut aller très haut ou très bas. Pour avoir une bonne illustration, c'est aujourd'hui intégré à l'existant.
depuis 2010, depuis iOS 10 par Apple. Non, pardon, c'est pas ça que je veux dire. Donc, c'est intégré à l'existant pour les data scientists. En fait, je ne sais pas s'il y a des data scientists ou des personnes qui travaillent dans le big data dans la salle. Oui, il y en a quelques-uns. Ouais, ah, bah, j'en vois un, super. Ça double mon espoir. Donc, en fait, j'utilise des formats café, Keras, etc., qui sont les formats les plus connus dans le monde du machine learning. Ça les prend, et Apple a développé un outil open source qui s'appelle CoreML Tools, qui va reprendre ces modèles qui sont issus des data centers de toutes les grosses entreprises, et qui va les ressortir directement dans son format optimisé pour le mobile. Voilà. Et donc, j'en viens à la slide que je voulais vous présenter. C'est l'usage aujourd'hui de CoreML par Apple, qui est déjà expérimenté depuis iOS 10. Par exemple, est-ce qu'il y en a qui ont des iPhones dans la salle pour le coup? Ouais. Ah, il y en a un peu plus là. Donc en fait, dans l'application photo de l'iPhone, vous pouvez rechercher des photos de votre chien. Et il a trouvé immédiatement les photos du chien, sans jamais que vous l'ayez renseigné. Ah, une autre utilisation, c'est pour Touch ID et Face ID. C'est encore plus vrai maintenant avec Face ID. Face ID, c'est le système d'identification avec une reconnaissance du visage en 3D qui est sorti récemment. Si vous vous trompez si lors de l'identification avec votre pouce ou en regardant le téléphone ne sait pas qui vous êtes, donc ça vous demande votre mot de passe, là vous saisissez votre mot de passe, le mot de passe est bon, et du coup l'appareil sait pour les prochaines fois qu'il faut améliorer la détection avec les nouvelles données. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'utilisation de Touch ID ou de Face ID, le système va apprendre et s'améliorer en continu. Et le dernier point, c'est la prédiction automatique de la saisie au clavier. Lorsque vous saisissez un SMS, que par exemple, vous aimez bien manger des crêpes, quand vous allez taper manger des, automatiquement ça va vous proposer crêpes, parce que iOS a détecté auparavant que vous écriviez ça souvent. Et sachant que tout ça, ça reste dans le téléphone. Et je vais revenir dessus, mais c'est un point crucial. La deuxième super nouveauté qui nous a vraiment épaté, c'était ARKit. Donc ARKit pour réalité augmentée, en anglais, dans l'autre sens. Donc en fait, c'est une approche simplifiée de la réalité augmentée. On ne se prend pas la tête à connaître la luminosité de la pièce pour avoir un meilleur rendu, la détection des surfaces. Tout ça, c'est fait automatiquement. Alors, en fait, il n'y a même pas de code à faire pour ça. C'est optimisé pour le mobile. Il faut juste avoir un téléphone plutôt récent, un iPhone SE ou un iPhone 6S. Bon, c'est des téléphones qui ont 2-3 ans maintenant, ce qui fait que ça ouvre le champ des possibles. Voilà ce qu'on peut faire très clairement avec ARKit. Donc il y a un vrai bureau et des personnages virtuels qui viennent s'animer. C'est plutôt rigolo et voilà, ça c'est un des exemples. Il y a Ikea qui a créé une application qui permet de poser des meubles dans l'environnement, sachant qu'il n'y a pas besoin d'ajuster la taille des meubles parce que le système ARKit va détecter automatiquement les dimensions réelles de la pièce. C'est fiable, hein, c'est fiable à peu près au millimètre. Et pour toujours nous simplifier plus le travail, c'est évidemment intégré dans SpriteKit et SceneKit, les solutions 3D d'Apple, mais aussi Unity et Unreal Engine, qui sont les plus grosses solutions du marché aujourd'hui dans le domaine du jeu 3D et de la 3D en général. Et on a aussi eu plein d'autres nouveautés, je ne peux pas tout présenter. Il y a eu iOS 11 dans son détail, un nouvel App Store, Metal 2 qui n'a rien à voir avec la musique rock, mais qui sert en fait à optimiser les performances du matériel. Il y a le fameux HomePod, qui est le nouvel appareil d'Apple, qui est une enceinte qu'on pose, qui diffuse la musique partout dans toutes les pièces de la maison. On peut interroger Siri avec, etc. Voilà, donc c'était... J'ai mis quelques photos parce qu'il y avait vraiment des gens sympas. Là, c'était génial. Ils nous ont présenté une solution de réalité virtuelle sur le Mac.
Et évidemment, on avait des Macs surpuissants et un super casque de réalité virtuelle, et on allait combattre Dark Vador, et je peux vous dire que j'avais un peu les fouettes. Et la fameuse réalité augmentée, où on nous a fait voir plein de démos de jeux de plateau. On a eu droit à un Batman Lego, à la démo de Batman Lego, c'était génial. On avait la Batmobile. Je pense que tout le monde connaît Batman. Et du coup, la Batmobile arrive en Lego, et qui n'a jamais rêvé d'être Batman? Il y a juste à écarter les doigts, le Batmobile prend une taille réelle en fait, et on peut rentrer dans l'habitacle de la Batmobile. On s'y croirait. Et là, je vais partir sur un sujet qui nous concerne un peu plus et qui fait partie également des nouveautés d'iOS 11 qui sont assez pertinentes. C'est tout ce qui est banque et assurance mobile. Déjà, il y a pas mal de nouveautés en termes de UI, donc User Interface, et UX, User Experience. Donc la première, c'est que les codes barres sont intégrés à l'appareil photo. Et si vous faites des QR codes ou ce genre de choses, il y a peut-être une chance que ça renaisse. Le cliquer-déposer entre les apps sur iPad, ça c'est un truc vraiment sympa. Imaginons que vous soyez une mutuelle. Qu'est-ce qu'on fait? On a une mutuelle tous les ans, vous avez des enfants, il faut l'attestation de mutuelle pour le judo ou je ne sais quoi. Et bien là en fait, vous pouvez prendre l'attestation, ça va la sortir en PDF dès que vous allez appuyer dessus, et la glisser directement dans votre mail et l'envoyer, c'est tout. Et ça c'est plutôt un usage vraiment sympathique. Et évidemment, si on reprend cet exemple de l'attestation, vous voulez qu'elle soit accessible tout le temps, partout. Et pour ça, il y a une nouvelle application qui gère les fichiers. Et pour faire les choses correctement, ça gère les fichiers qui sont sur le téléphone, mais aussi qui sont dans les clouds. Et le cloud, ça peut être Dropbox, ça peut être OneDrive, ou ça peut être n'importe quelle application. Adobe, par exemple, qui fait les solutions de dessin. Enfin, dessin, non, je vulgarise. Les solutions de traitement d'images, etc. pour les créatifs. Tous les documents que va réaliser le créatif, il pourra les retrouver là. Ce qui fait que demain, si vous êtes une mutuelle, vous voulez mettre à disposition de manière automatique les attestations, vous la stockez dans le gestionnaire de fichiers, et votre utilisateur, quand il demandera, par exemple à Siri, tiens, trouve-moi une attestation mutuelle, ça va automatiquement sortir, il l'aura, il ouvre, il peut en faire ce qu'il veut, quoi. En fait, ça facilite vraiment le travail. Il y a une configuration automatique des hotspots Wi-Fi. Alors, vous allez me dire, ouais, nous on n'est pas Orange, mais par contre, j'ai vu pas mal que ce soit banque ou assurance, des hotspots qui sont disponibles en agence pour les sociétaires. Et là, l'intérêt, c'est que depuis l'application, ça pourra configurer automatiquement le hotspot sans avoir une usine à gaz à gérer derrière. Et les Safe Area, alors quand on nous l'a présenté, les Safe Area, c'était un peu bizarre. On nous a dit, essayez de mettre les éléments d'interaction dans une zone qu'on va vous donner. On n'a pas trop compris pourquoi, on s'était dit que c'était naïvement important. Et aujourd'hui, on a compris avec le nouvel iPhone 10, parce qu'en fait, il y a des marges supplémentaires au niveau d'interface. Et on a mis ça en application au niveau de l'application Massif. Et du coup, ce qui fait que l'application Massif est compatible. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des seules. Bravo Florent. Donc ça, c'est un exemple, une illustration de ce qu'on peut faire, c'est le drag and drop. Donc on prend une photo dans l'album photo, on appuie, on la dépose là et on l'envoie à David. Le machine learning. Je pense que ceux qui bossent dans le mutuel, vous avez dû en entendre parler et pas qu'un peu. Donc l'avantage déjà, le premier avantage, c'est qu'on exploite l'existant. Vous avez déjà du big data, on vous en a parlé depuis quelques années. L'IR numérique a déjà fait un sujet là-dessus qui était plutôt riche. Donc maintenant, vous allez pouvoir l'exploiter à fond. Parce qu'il y a de nouvelles possibilités avec l'intégration mobile. Déjà, c'est les performances. Vous n'allez pas utiliser vos serveurs à effectuer des traitements mobiles. Les traitements de machine learning, les traitements vont être déportés sur les mobiles. Ça fait moins de faire payer. La confidentialité est beaucoup plus élevée, parce que finalement, vous allez envoyer l'intelligence dans le mobile de l'utilisateur. Mais jamais vous n'aurez besoin d'avoir l'exploitation de ces données.
Ce qui fait que s'il y a des données confidentielles à traiter, ce sera traité, mais sur son téléphone. Et jamais ça passera par chez vous. Et c'est tant mieux. Sauf si vous en avez besoin, en fait, des données. Et vous avez une indépendance vis-à-vis du réseau Internet, ce qui fait que si vous êtes dans la campagne avec un réseau un peu pourri, ben ça marchera quand même, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là, c'est assez génial. Un autre point où il y a une grosse amélioration, c'est la sécurité. Donc maintenant les certificats HTTPS TLS 1.3, donc là vraiment c'est pour les techniciens. En fait c'est un niveau supplémentaire de sécurité, donc c'est supporté par Apple. Il supprime des éléments de sécurité obsolètes et il y a de meilleures performances sur la sécurité. Donc grosso modo, quand vous vous connecterez à votre banque, ben, ce sera plus fiable. Et ça, c'est un projet qui a été réalisé en binôme avec deux équipes, une de chez Apple, une de chez Google. Donc il y a de bonnes chances que ça arrive aussi chez les autres. Un nouveau système de fichiers qui s'appelle APFS, qui est plus performant, plus sécurisé. En fait, en termes de performance, ils se sont dit, bon, bah, les disques mécaniques, c'est un peu mort. Aujourd'hui, on a tous des disques SSD qui sont tout plats et qui nous permettent d'avoir des ordinateurs tout plats et très véloces. Ben, on va faire en sorte d'exploiter au maximum ce système. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui est utilisé sur les smartphones et tablettes. En termes de sécurité, le chiffrement des données est beaucoup plus aisé, beaucoup plus performant. Et du coup, beaucoup plus difficile à casser. Il y a une vérification des certificats qui est optimisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en tant que développeur, si on veut respecter les contraintes de sécurité, on a pas mal de vérifications à faire. En plus, c'est nous qui les gérons nous-mêmes, donc ça peut être potentiellement détourné, c'est un peu borderline, c'est vraiment casse-pied à gérer. Et bien là, en fait, le système Apple utilise des recommandations de sécurité assez élevées qui sont proposées par les fournisseurs de certificats de sécurité. Okay. Et en fait, en exploitant le système, les développeurs n'ont plus du tout à gérer ça au niveau de leur application. C'est géré directement par le système d'exploitation. Donc non seulement c'est géré côté Apple et côté système, donc c'est assez dur à casser. Et en plus, vous n'avez pas de boulot de ce côté-là, donc c'est toujours mieux. Le dernier outil qui va parler peut-être un peu plus à tout le monde, c'est Business Chat. Et ça, c'est un truc de fou. C'est vraiment assez bluffant. Qu'est-ce que c'est? C'est un système de support client. C'est intégré à l'app message. Donc l'app message, c'est l'application qui permet d'envoyer des SMS, qui permet d'envoyer des messages à tout le monde. Donc évidemment, ça permet de chatter avec un assistant, admettons. Ça permet d'envoyer des documents, sachant que déjà l'iPhone supporte la signature. Donc un exemple concret, je suis sociétaire, je veux souscrire un nouveau contrat, je demande des informations par chat, on m'envoie le contrat, je le reçois en PDF, je le signe avec mon doigt, je le renvoie, mon interlocuteur le reçoit, et c'est un peu comme si je communiquais avec un ami sur la messagerie. Je n'ai pas besoin d'installer une nouvelle application, j'ai rien à faire de plus, c'est directement intégré. Et en plus, si je veux payer ma cotisation, je peux le faire directement via Apple Pay dans l'application message. C'est assez délirant. C'est accessible depuis partout, ce qui fait quand vous recherchez, admettons, dans Safari ou dans Plan, une entreprise, le Massif par exemple, aujourd'hui vous avez l'adresse, on appuie sur l'adresse, ça fait l'itinéraire jusqu'au lieu. Vous avez le petit logo avec le téléphone, vous appuyez sur l'icône du téléphone, ça déclenche un appel directement au siège de l'entreprise. Maintenant, il y a une nouvelle icône en forme de bulle de message. On appuie dessus et là, ça déclenche juste un chat. Donc en fait, côté utilisateur, c'est transparent. Et de votre côté, dans votre société, c'est directement intégré au CRM. Donc en fait, les plus gros CRM du marché intègrent cette solution directement. Ce qui fait que ça ne va pas vous changer votre quotidien. Et pour ceux qui veulent tester, il y a une démo qui est disponible en ligne sur le site d'Apple qui permet de bidouiller un peu le truc, voir le potentiel. Voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous laisse les coordonnées. Si vous avez des questions, c'est parti.
questions? J'ai une petite question sur CoreML. En fait. Je ne sais pas si tu sais, mais comment il fait le système pour fédérer en fait, les apprentissages? En fait, quand tu coordonnes en fait la collecte des données, en fait, comment il fait pour justement réinterpréter et utiliser les modèles à bon escient, en fait, selon les, parce qu'il y a peut-être plusieurs modèles en fait. Oui, en fait, ça exploite, je te dirais peut-être une bêtise, c'est entre une petite dizaine, on va dire, de modèles types, donc les réseaux de neurones, etc. Et à partir de là, il y a aussi des sous-modèles qui sont supportés. Et ça se base en fait sur les modèles du marché, tout simplement. Donc, les modèles, comment tu les réinterprètes? Parce qu'en fait, c'est des algorithmes de machine learning, en fait, tu les implémentes dans le corps ML. Et après, comment tu les déploies après? Comment ça se passe en fait? En fait, ça utilise des algorithmes standards. Donc, ouais. du coup, tu as juste le format de données pré-entraîné à exploiter. Et après, tu utilises l'algorithme standard qui est derrière optimisé pour le matériel. Donc, en fait, il récupère les données collectées et c'est à partir de là qu'il applique les modèles sur sa productivité. C'est ça? C'est ça. Et en fait, du coup, le modèle n'a pas les données, les données externes. C'est ça l'intérêt comme. Par exemple, les modèles de Google, etc., peuvent être exploités directement. Google et d'autres ont ces modèles Inception, voilà, qui existent et qui a déjà la connaissance de 1000 objets, je crois. Donc une guitare, une télé, plein de choses. Et à partir de là, on injecte ce modèle dans l'application et on va demander dans l'image qu'est-ce que tu as détecté comme objet. Et là, il va envoyer un label, il va dire ça c'est une guitare, ça c'est ceci, ça c'est cela. Donc, en fait, il prend les principes du deep learning. Ouais, c'est le principe du deep learning, exactement. C'est plutôt du deep learning. Ouais. Parce que... Après, si on veut aller plus loin, on est obligé de descendre dans des couches plus basses. Et après, c'est au-delà de mon domaine de compétence. C'est avec Vision, c'est Fusion, c'est ça le module. Donc le modèle Vision, justement, est plutôt haut niveau, et après, tu as Accelerate, tu as Metal, donc Metal qui est un système de shaders qui sont optimisés pour le machine learning, où là, on peut même faire de l'apprentissage directement sur le téléphone. D'accord. Après, c'est très technique. Bon, après, j'ai d'autres questions, mais j'ai pas je te verrai après. D'autres questions? Bon, je crois que tu as été super clair. Moi, j'ai tout compris. Hein. C'est super. Bon, eh bien, merci beaucoup, Florent. Et puis, je vous encourage à poser vos questions après, pendant la soirée à Florent. Merci encore une fois. Et puis, c'est parti.